États-Unis, Russie, deux pays longtemps adversaires irréductibles. On pense évidemment à la guerre froide, mais qui se rapprochent aujourd'hui de manière spectaculaire. Comment en est-on arrivé là? Donald Trump et Vladimir Poutine auraient-ils la même vision du monde? Partagent-ils la même idéologie, les mêmes valeurs? Décryptage avec Philippe Golub. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Philippe Golub, trop tôt pour évoquer une date pour un sommet Poutine-Trump selon un négociateur russe. Pas de date pour l'instant, après c'est pour parler en Arabie Saoudite. Mais est-ce que vous diriez tout de même qu'on assiste à un réchauffement spectaculaire à travers cette rencontre entre Lavrov et Marco Rubio? Oui, tout à fait. Il y a un basculement dans la politique étrangère des États-Unis qui, jusqu'à très récemment, était une politique d'endiguement relatif de la Russie pour assurer la sécurité dans leur vision du continent européen. Là, il s'agit de tout à fait autre chose. Une tentative d'intégration de la Russie, de réintégration de la Russie, non seulement dans le G7, le G8, dans le G8, mais aussi d'essayer de manœuvrer la situation de telle sorte que la Russie et la Chine se séparent quelque peu. Il y a une considération géostratégique dans la tête des décideurs américains actuels qui consiste à orienter la politique américaine pour que les États-Unis se désengagent radicalement des questions de sécurité européenne, qui se désengagent des grands conflits moyen-orientaux pour se concentrer sur le grand enjeu du XXIe siècle dans leur vision, qui est la Chine. Et donc pour ce faire, il faut se rapprocher de la Russie. Il y a une dimension culturelle aussi à cette politique, qui est que les droites américaines, les droites radicales américaines, depuis toujours, considèrent que la Russie est un pays, au fond, chrétien et blanc. Alors, quand vous dites rapprochement spectaculaire, donc si on comprend, il y a un côté stratégique, vous avez cité notamment la Chine, l'Europe, voilà. Il y a un côté éminemment idéologique, alors? Oui, il y a un côté stratégique et un côté idéologique qui évidemment, vont ensemble, ça marche ensemble. Pourquoi contenir la Chine? Contenir la Chine pour des raisons stratégiques, parce qu'il y a un projet d'endiguement, avec Trump, mais aussi avec Biden avant Trump. Projet d'endiguement qui est destiné à assurer ou à garantir, ou à tenter de garantir du moins, la prédominance américaine dans l'Asie-Pacifique dans le moyen et le long terme. Mais il y a une dimension culturelle, c'est que les droites américaines, depuis très longtemps, estiment les droites radicales, les droites idéologiques américaines, ceux qui sont au pouvoir actuellement, les Bannon et autres, n'est-ce pas, considèrent que la Chine est radicalement autre. C'est une civilisation autre qui représente aujourd'hui, qui est une très grande puissance avec des valeurs différentes, radicalement différentes, et qu'en contraste avec ça, l'Union soviétique aurait représenté quelque chose de plus rationnel, car issu de la tradition occidentale. Finalement, le marxisme est issu d'une tradition occidentale, qu'avec l'Union soviétique, on pouvait quand même être rationnel et négocier. Avec la Chine, on ne peut pas. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des écrits de gens autour de Trump dans sa première administration qui le disent explicitement. Ouais, alors, vous disiez, pour les droites américaines, certaines droites américaines, la Russie est blanche et chrétienne. On aurait pu rétorquer que l'Europe, pour ces droites-là, elle est blanche et chrétienne. Mais quand on a entendu J.D. Vance, le vice-président devant les dirigeants européens, leur reprocher notamment l'immigration massive selon ses propres termes, les atteintes à la liberté d'expression, Slimane, je me tourne vers vous. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on a encore l'image d'une Russie à l'ADN soviétique. En fait, il n'en est rien. Il faut voir cela pour comprendre ce rapprochement Trump-Poutine. La perception que nous avons aujourd'hui de la Russie est encore embrouillée par l'image que nous avons de l'Union soviétique. C'est-à-dire, la plupart des gens pensent que la Russie d'aujourd'hui, c'est un pays de gauche, il en reste quelque chose. C'est un pays laïque, peut-être athée, matérialiste et internationaliste. Or, pas du tout. La Russie est un pays qui s'affiche sans complexe comme un pays blanc, je dirais même grand russe, presque suprémaciste, un pays chrétien et fier de l'être, un pays qui affiche son refus de l'immigration. Par exemple, une des grandes dénonciations de Poutine contre l'Europe, c'est qu'elle se laisse envahir par une immigration non blanche. Mais qui, dans ses discours, Vladimir Poutine loue aussi le fait que la Fédération de Russie, elle est aussi musulmane, elle est aussi dans les juive, pays musulmans, elle est aussi vis-à-vis des pays musulmans. Mais dans le discours européen, c'est un pays blanc, chrétien, hétérosexuel,
patriarcale pour ma famille, anti-culture LGBT, genre, etc. Ce qui fait que la Russie, qui était le diable, l'Union soviétique était le diable pour les extrêmes droites, c'était l'empire du mal européen et américain. Maintenant, la Russie n'est plus un contre-modèle. Elle est un modèle. La Russie est une fédération, si on devait appliquer les critères européens, c'est une fédération d'extrême droite. Populiste Blanche, ou libérale, chrétienne, en tout cas. sans complexe. Voilà pourquoi elle est un modèle. Elle n'est plus pour Washington, le Washington en tout cas de Donald Trump, le contre-modèle absolu. C'est pas un modèle, mais c'est pas un contre-modèle non plus. Oui. Oui. J'aimerais aussi vous entendre sur cette question tout de même ukrainienne dont on parle aujourd'hui en Arabie Saoudite. Pourquoi est-ce que les États-Unis en font un pilier presque de leur nouvelle vision? Vous parliez de la Chine, mais on sent que les États-Unis placent aussi la résolution de ce conflit au cœur de leurs préoccupations. Pourquoi? C'est-à-dire la résolution du conflit leur permettra, selon eux, de se désengager assez rapidement d'ailleurs de l'Europe. Aujourd'hui, on est en train de parler à Washington d'une diminution très significative des forces militaires, des forces armées américaines en Europe continentale. On est en train de parler d'une diminution drastique de l'effort de défense financier aussi en Europe. Donc, l'idée est quand même de laisser aux Européens la gestion exclusive de la question ukrainienne une fois que les États-Unis et la Russie, comme à Yalta, auront en réalité décidé de l'essentiel. En demandant aux Européens de mettre en place une économie de guerre. Voilà, c'est-à-dire les Européens vont payer pour assurer l'ordre européen avec ou contre d'ailleurs la Russie, une fois que les États-Unis et la Russie auront passer leur accord. Slimane, on est en Arabie Saoudite aujourd'hui pour ces négociations. Juste d'ailleurs, oui ou non, l'Arabie Saoudite fait-elle partie du Sud global? C'est une définition large, on peut considérer que oui. Oui. Alors j'aimerais vous entendre. Géographiquement, dans le Sud global. Alors justement, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce qu'on dit que la Russie est un des piliers du Sud global, sauf que jusqu'à preuve du contraire, la Russie, elle se situe bien au nord, voire dans l'extrême nord. C'est quoi le Sud global et comment la Russie voit-elle ce concept? Alors, c'est une très bonne question parce que la question du Sud global, l'expression est contestée par les Russes. D'abord, géographiquement, ils ne sont pas dans le Sud, ils sont même dans l'extrême nord, jusqu'au cercle polaire. Mais ils trouvent, leurs géopoliticiens, que quand on les lit, ils estiment que l'expression Sud global donne une vision un peu trop sectaire et pas tout à fait opératoire de l'image qu'ils veulent donner du monde. Donc, ils remplacent la question de Sud global par la majorité mondiale. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils appartiennent à une majorité mondiale. Suivez mon regard, l'Occident n'est plus qu'un petit îlot, une minorité au sein de l'humanité. Voilà. Ils refusent l'expression Sud global pour celle de majorité mondiale, dont ils se perçoivent comme la sentinelle avancée. Comment Donald Trump se positionne par rapport à cette notion de Sud global? Tout à fait différemment. Il faut dire que par rapport à la Russie, si jamais l'accord américano-russe en voie de réalisation aujourd'hui s'approfondit, la position russe évoluera sur la question de l'Occident, n'est-ce pas? Et l'alliance occidentale. Mais pour le Sud global, Donald Trump et les droites américaines considèrent les pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale, d'Afrique, etc., c'est-à-dire le Sud géographique, mais aussi le Sud socio-économique. Parce que le Sud global, en réalité, c'est une désignation d'une catégorisation hiérarchique socio-économique dans le monde, n'est-ce pas? Le Sud, avec des pays qui n'ont parfois rien à voir entre eux. Il y a l'Inde notamment, grande puissance, grande démocratie. Mais historiquement, la division entre pays développés, pays entre guillemets sous-développés, pays avancés, pays non avancés, barbares et civilisés, n'est-ce pas, au 19e siècle et au début du 20e siècle, ces distinctions-là aujourd'hui sont devenues autre chose. On parle du Sud global pour désigner la position socio-économique de pays dans l'ordre international, donc la hiérarchie socio-économique internationale. Pour ceux qui, de ce point de vue-là, les pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne, une partie de l'Asie du Sud, sont considérés par l'équipe Trump comme étant non civilisés. Je vais très vite. Ils sont considérés comme étant culturellement inférieurs, comme étant... Je cite Donald Trump parlant de l'Afrique subsaharienne tout entière lors d'une discussion en 2018 sur l'immigration aux États-Unis.
parlons du Salvador, parlons de l'Afrique, le continent tout entier, n'est-ce pas, et d'autres pays du Sud global, comme des pays de merde, et demandant à son équipe de favoriser l'immigration vers les États-Unis, l'immigration de gens vers les États-Unis, de pays du nord de l'Europe et en particulier des Nordiques, c'est-à-dire les Norvégiens et autres. Donc on est là dans une vision de la race, n'est-ce pas? Il y a dans leur esprit, dans l'esprit des droites radicales américaines, de Trump lui-même, n'est-ce pas? Mais aussi des gens qui sont autour de lui, il y a une vision explicitement racialisée des relations entre guillemets nord-sud, n'est-ce pas? Y compris vis-à-vis du Mexique. Le Mexique étant généralement vu comme un pays bâtard du point de vue démographique, du point de vue ethnique, etc. J'aimerais revenir juste sur cette relation américano-russe. Sur quoi peut-elle déboucher? Comme le disait Philippe, ce qu'ils sont en train de faire, parce que ce qui est remarquable, c'est qu'ils vont discuter du destin de l'Ukraine sans se préoccuper de savoir ce que veut ce peuple ukrainien, sans le consulter, sans convoquer le moindre de leurs représentants, sans les prévenir. Ils vont discuter des Ukrainiens comme si les Ukrainiens étaient des valises ou des sacs de pommes de terre. Comme les Palestiniens. Et la même chose avec Gaza, de dire Gaza, je vais m'installer à Gaza et j'envoie, je transfère les Palestiniens en Jordanie et en Égypte et après je fais ce que je veux à Gaza. C'est ce mépris des nations, de la réalité qui est inquiétant, parce que les deux le partagent, cette vision. Et j'ai l'impression que les deux se rêvent un peu comme à l'époque de la guerre froide, où il y avait les deux grands qui décidaient sur les grandes questions de l'heure, que c'est eux qui vont décider du sort de l'Ukraine. Ouais. Et comme le disait Philippe, les Européens viendront pour surveiller la ligne de cessez-le-feu et financer la ligne de cessez-le-feu qui aura laissé les territoires occupés par les Russes maintenant entre les mains des Russes. Philippe, une dernière question. On a un peu moins d'une minute. Deux pays impérialistes aujourd'hui? Deux impérialismes? Il y a deux impérialismes qui ont des faces différentes, qui agissent différemment. Pour Trump, le monde est fait de rapports de force. De rapports de force, pour Poutine aussi, de rapports de force. C'est Thucydide, c'est le dialogue mélien dans Thucydide, la guerre du Péloponnèse. Les forces font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent subir. Et le droit international est le grand perdant dans cette histoire. Merci beaucoup, messieurs. Ce sera le mot de la fin. Philippe Golub, Slimane Zeguidour, merci à tous les deux pour votre décryptage.